Alors, on va starter ça tout de suite. Moi, je vais être débarrassé après ça. Je vais pouvoir écouter tout le monde, puis mon stress va être réglé. Je me présente tout de suite. William, je suis développeur front-end, React et chef d'équipe chez Pleo, que je vous ai présenté tout à l'heure. Je suis aussi enseignant à l'Université Laval. Je donne le cours de développement d'applications web, développement avancé d'applications web. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de React à l'échelle entreprise. Vraiment un beau nom que Vincent a trouvé pour mon talk. Merci, Vincent. Dans le fond, pourquoi je dis ça, c'est plus React à l'échelle, at scale, comme on veut dire. C'est que je ne veux pas vous parler de React dans un petit projet de fin de semaine. Je veux vous parler de React, qui est un projet qui, sur plusieurs années, dans une équipe grandissante. J'ai travaillé dans plusieurs projets d'équipe de 5 à 10 sur plusieurs années. Le but, c'est de faire une architecture qui va scaler en termes d'équipe et en termes au fil des années aussi. Avant de parler de React, en fait, je veux parler de TypeScript. TypeScript, ça fait un super bon mariage avec React. Vous allez être en mesure d'utiliser les deux ensemble pour vous faire une architecture qui va être plus solide, qui va être plus facile de scaler au fil du temps. Qui utilise les prop types? Il y a beaucoup de monde qui ont levé la main tantôt pour React. Excellent. Pour ceux qui sont habitués d'utiliser les prop types, avec TypeScript, vous allez être en mesure d'utiliser les interfaces de TypeScript à la place. Donc, vous allez être capable de définir la même façon que vous faites vos prop types, mais vous allez avoir des erreurs au compile time au lieu d'avoir des erreurs au runtime. Chose qui est quand même cool d'avoir une petite ligne rouge quand tu te trompes dans ton IDE. Ce qui m'amène à vous allez avoir une meilleure intégration avec votre IDE. Donc, refactoring, quand vous changez le nom d'une variable, il ne se change pas juste dans un fichier, il change dans tous les fichiers où qui a été importé. Vous allez avoir des go-to-definition, command-click pour aller directement sur la fonction, plein de features qu'on prend pour acquis dans d'autres langages, mais qu'on n'a malheureusement pas en JavaScript ou qui sont un peu flaky. Ça va vous permettre de faire un meilleur partage de connaissances. Le but, pourquoi je vous parle de ça, c'est que votre équipe va grandir, vous allez avoir des nouveaux employés, des stagiaires, des gens qui se joignent à votre projet qui fait déjà plusieurs années, plusieurs gens qui connaissent vraiment ça deep. Vous allez avoir quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement React ou qui ne connaît pas nécessairement votre infra. Avec TypeScript, les développeurs JavaScript ont tendance à faire une fonction qui prend un objet option en paramètre qui a à peu près 50 clés. Puis, on ne le sait pas, c'est quoi la structure de cet objet-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été assez gentil pour vous faire une documentation. Est-ce à jour? Possiblement que non. Donc, vous allez être capable de vraiment définir c'est quoi l'objet qui est pris en paramètre, c'est quoi les types de cet objet-là, c'est quoi les types de retours. En JavaScript aussi, vous retournez souvent un array ou un élément. Donc, toutes les librairies que vous allez utiliser aussi, vous allez être capable d'utiliser des types pour ce genre de choses-là. Et ça, c'est un gros avantage de TypeScript par rapport à plein d'autres langages qui vous permettent de compiler à JavaScript. Vous êtes capable d'utiliser les librairies existantes, dont React, mais plein d'autres plugins de React aussi, d'avoir les types pour ça. Fait que on va faire des exemples tout à l'heure, vous allez voir que c'est quand même super intéressant d'avoir ça. Puis vous n'êtes pas obligé d'avoir des types. Vous utilisez une librairie un peu louche, un peu obscure, vous pouvez dire « oubliez les types pour celle-là » ou vous pouvez écrire vos propres types pour cette librairie-là, les partager avec la communauté ou les garder juste pour vous. Le mode strict, j'ai glissé un mot parce qu'il y a moyen aussi de stepper up encore plus le compilateur pour qu'il soit encore plus sévère. On va parler de migration progressive. Strict, le problème, c'est que c'est pas facile de faire une migration progressive. C'est un peu on ou off, mais ça va vous permettre de dire cet élément-là peut être une string, mais il ne peut jamais être nul. Donc, le compilateur va vraiment faire des vérifications qui va vous dire, là, il faut que tu fasses un null check si tu as dit que cet élément-là peut être nul ou pas. Fait qu'il y a certains autres flags qui viennent avec ça. Super intéressant. Je pense qu'une fois que vous avez un projet que vous mettez strict à on, vous sauvez des heures et des heures de debugging. Puis ça fait, à la fin de la journée, un développeur plus heureux et moins grognon. Je vais vous raconter un peu l'histoire de René, mon collègue chez Pleo qui a monté l'infrastructure JavaScript chez Pleo il y a plus de 2 ans. Il a fait des services en Node.js, il a fait le front-end en React, puis l'application mobile en React Native, tout ça en JavaScript. Moi, quand je suis arrivé, j'avais déjà de l'expérience TypeScript que j'avais appris chez Coveo. Je tripais beaucoup de TypeScript.
j'ai dû convaincre René de faire le passage à TypeScript. Fait voir que tranquillement, il était très réticent au début. Il était vraiment anti-TypeScript. Tranquillement, après ça, il s'est rendu compte qu'on engageait du nouveau monde, posait beaucoup de questions. Il y avait de la difficulté à se retrouver dans le code base JavaScript. Il disait, ben justement, peut-être que si on passait à TypeScript, ce serait plus facile d'onboarder des nouveaux employés. Il disait, j'aime pas vraiment ça, transpiler du Node.js, mais finalement, les points positifs sont plus importants. Fait que je suis en train de... On voit qu'il penche tranquillement. Après ça, finalement, il a commencé à transformer ses librairies, ses microservices Node à TypeScript. En convertissant le fichier juste .js à .ts, il trouvait des bugs directement, sans rien changer de son code. Il y avait des belles petites lignes rouges qui s'affichaient, puis finalement, il y avait un bug. C'est juste qu'on ne s'en était pas rendu compte. Puis finalement, après ça, il dit « Il faut absolument tout changer à TypeScript. Je suis en train de devenir un TypeScript nazi. » Et le 8 novembre, on avait un microservice JavaScript, Node.js, qui était 100% écrit en TypeScript. Aujourd'hui, il n'y a aucun JavaScript qui s'écrit chez Pleo. C'est tout du TypeScript. Et par exemple, notre projet front-end, qui a une migration progressive, on est rendu à 63% de JavaScript, de TypeScript, pardon. Donc, c'est quelque chose qui est possible de faire, de passer à TypeScript, mais de façon progressive. Je vais faire des démos live. Espérons que les démos gods sont avec moi aujourd'hui. On va utiliser une extension Chrome, une extension VS Code qui est faite par Lyft, qui va vous permettre de prendre un fichier .jsx. Si vous avez des prop types, il va vous générer toutes les interfaces, il va vous générer le code out of the box. Vous allez avoir rien à faire. Fait que ça, c'est une autre raison pour facilement passer à TypeScript. Et on va faire une migration progressive. Donc, la plupart d'entre vous qui utilisez du React en JavaScript avez probablement une stack classique, React, Babel, Webpack. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Babel, on va mettre ça au vidange, puis on va utiliser TypeScript. Babel et TypeScript jouent bien ensemble aussi. Il y a certaines fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes de Babel. Si vous voulez les conserver, c'est possible de le faire. Dans le cas de la démo, puis personnellement, moi, je préfère avoir le moins d'outils possible dans ma compilation pour que ça soit le plus rapide possible. Donc, on va se débarrasser complètement de Babel parce que TypeScript est capable de faire la majorité des features que Babel offre déjà. J'ai écrit un petit blog post aussi, je vais le linker à la fin dans le Slack, qui est un peu l'équivalent de cette démo que je vais faire là. Par contre, il est un petit peu plus à jour, mon démo. Donc, allons-y pour une démo incroyable. J'ai fait un projet React de base classique, donc avec la stack que je vous parlais tout à l'heure, avec Babel, Webpack, React. J'ai pris les tweets de Cabane.io. Donc, si on va sur Twitter, on voit les tweets de Cabane. Je me suis fait un petit serveur Node.js qui me fournit les tweets de Cabane. Donc, j'ai mon app ici, React, qui obtient tous les tweets. J'ai des petits boutons retweet, favorite, qui sont juste du state local. Je n'ai rien sauvegardé. Ça va être juste des exemples de components qu'on va pouvoir utiliser au cours de la démo. Fait que si je recharge la page, là, mes chiffres reviennent comme ils étaient tout à l'heure. Donc, oh, des nouveaux tweets! Oh. Fait que ça marche. Fait que justement, le state est seulement local. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme je disais, on va se débarrasser de Babel, puis on va aller utiliser TypeScript à la place. Fait que pour ça, on va commencer par arrêter la compilation Webpack. On va installer... Ça, c'est gros en arrière? Ça peut être plus gros? Je pense que c'est pas unanime. All right. Donc, on a besoin de certaines dépendances qu'on va installer d'abord. On va commencer par installer... là, je me suis mis quelques notes pour être sûr de ne pas me tromper. On va installer d'abord TypeScript, TS-Loader, SourceMapLoader. Donc, quand vous avez un projet Babel avec Webpack, vous allez utiliser probablement le Babel Loader. On va remplacer le Babel Loader par TS-Loader. TS-Loader a besoin de TypeScript. Et Babel Loader inclut les source maps. Dans le cas de TS-Loader, c'est un projet à part qui s'appelle SourceMapLoader. Donc, installons ça. Espérons que le Wi-Fi et NPM vont être un peu rapides. C'est toujours un gamble.
Et là, une fois que ça c'est installé, on peut aller tout de suite dans notre config Webpack, puis on peut aller retirer justement le loader, Babel Loader. Et aller ajouter Source Map Loader, TS Loader. Donc, quand je vais là, je retire la règle qui s'occupe de prendre le JavaScript ES6, le JavaScript ES6 qui n'est pas compréhensible par tous les navigateurs, pour le rendre compatible avec tous les navigateurs que je veux targeter. Je vais utiliser TypeScript à la place pour ça. Donc, j'enlève Babel et j'ajoute ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis belle regex qui dit tous les fichiers .ts ou .tsx ou .js puis .jsx, passe-les dans TS Loader. Pas besoin des nodes modules. Les nodes modules devraient être déjà disponibles pour moi, déjà précompilés. Et je passe ça dans le Source Map Loader pour avoir des belles source maps quand je vais faire mon débogage. Hey, merci. Si seulement j'avais TypeScript. Donc, si on va voir le diff rapidement, ben c'est vraiment ça. J'ai remplacé Babel Loader par TS Loader. En ayant ça, je suis presque prêt déjà à utiliser mon projet avec TypeScript. Il va me manquer certains paramètres pour le compilateur TypeScript. Même principe un peu que le Babel RC, pour ceux qui sont habitués, ou les options de Babel. On va se faire un fichier tsconfig, tsconfig.json. Et dans mon fichier tsconfig.json, je vais prendre une config déjà préfaite que j'ai faite pour vous. Juste ici, tsconfig. Et là, ce qui est important de noter ici, c'est allow.js true, check.js false. Ça, c'est les deux bouts qu'on a besoin de se concentrer dans le cadre de la démo. Le reste des configurations, c'est des configurations de base. Je ne passerai pas de temps dessus. C'est là où que ça va nous permettre de faire notre migration progressive que je parle. Ce que ça fait, c'est que TypeScript, de base, il prend du TypeScript et il fournit du JavaScript. Nous, on va dire à TypeScript, prends le JavaScript ES6, transpile-le comme ce que Babel fait. Donc, passe de JavaScript ES6 à du JavaScript ES5 que notre browser comprend. Check pas le JS. Ça veut dire check pas les types de JS, parce que possiblement qu'il y a des bugs dans mes affaires, possiblement qu'il manque des types, certaines choses. Moi, je veux faire une migration progressive. Je veux que mes nouveaux fichiers, que je vais changer l'extension de .js à .ts, là, je vais vouloir qu'ils fassent le type check. Donc, vous allez pouvoir faire ça fichier par fichier, puis tranquillement, mais vous passez de 0% à 63% comme nous en l'espace de quelques mois. Donc, maintenant que j'ai ça, je peux me débarrasser de toutes les dépendances désagréables de Babel. Puis là, il y en a à peu près 15. Je peux désinstaller Babel Core, Babel Plugin Class Properties, Babel Preset Env, blablabla. Donc, je désinstalle tout ça juste pour vous montrer que j'ai vraiment plus besoin de ça. Et après ça, on va être en mesure de lancer le compilateur Webpack, donc npm start pour moi. npm start. Le Webpack va prendre le TS Loader, va prendre le Source Map Loader. Ça compile avec succès, pas d'erreur. Je reload la page et je vais avoir une belle... Yeah! En plus, je suis dans la démo. C'est malade. Donc, ça fonctionne. Pas d'erreur dans la console. Pas d'erreur dans la console Webpack non plus. Par contre, je n'utilise pas de TypeScript pour l'instant encore. Mais je me suis débarrassé de Babel. Déjà une bonne étape. Ce qu'on peut faire, je peux vous montrer, par exemple, j'ai un component tweet qui représente, dans le fond, chacun des tweets. Et à l'intérieur de ça, j'ai un avatar. J'ai le username, la date, le texte du tweet et, par exemple, les médias, les retweets favoris. On va prendre mon component avatar qui est assez simple pour l'instant, pour faire une conversion à TypeScript. Fait que ce que je vais faire, je vais utiliser l'extension que je vous ai parlé tout à l'heure de Lift qui me permet de faire Convert React to TypeScript. Donc, je fais ça. Boum, en haut, ça me dit, tu as délité le fichier avatar.js, tu as créé le fichier avatar.tsx. C'est exactement ce que je voulais. Après ça, évidemment, il brise un peu le formatting. Je vais juste rapidement mettre ça un petit peu plus clean pour que ça se lise un peu mieux. Et là,
il y a une erreur dans ma compilation. Évidemment, il ne trouve plus avatar.js. Je vais arrêter mon Webpack et je vais relancer Webpack. Là, il va être capable de trouver mon fichier .tsx. Dans le cas de TypeScript, quand vous faites du JSX, de la syntaxe React, là, comme ça ici, vous allez devoir faire .tsx au lieu de .ts. C'est la seule subtilité. Et là, vous voyez, il dit une erreur. Il dit « Hey, je ne trouve pas avatar.css ». Évidemment, TypeScript s'occupe des fichiers JS, des fichiers TS. CSS, il ne comprend pas ce qui se passe ici. Il va falloir dire à TypeScript de ne pas s'occuper du TypeScript, de ne pas s'occuper du CSS, de dire tout ce qui est .css, c'est any. Je ne veux pas que tu te soucies de ça. Comment on fait ça? On va s'ajouter un dossier types, comme ça ici. Types. Et là, avec types, on va se faire un fichier import.d.ts. Avec ça, on va être capable de dire au compilateur, je ne veux pas que tu t'occupes des fichiers TS. Avec ça, j'ajoute declare module étoile.css. Tout ce que ces fichiers-là exportent, c'est le styles, par exemple, et c'est de type any. Donc, je ne me soucie pas de ça. En faisant ça, je vais me débarrasser déjà de la belle ligne rouge que j'avais tout à l'heure. Une autre chose qui me manque, c'est, on parlait de librairie des types TypeScript. React n'est pas typé en TypeScript de base. Ça a été écrit en JavaScript, mais vous êtes capable d'aller chercher les types de TypeScript, de React et de React DOM. Comment je fais ça? Je vais faire npm install types/react et types/react DOM. Donc, la plupart des types sont disponibles dans le préfixe @types. Vous avez Type Search qui existe pour chercher les types des librairies que vous avez besoin. Si vous cherchez des types pour un plugin, un vieux plugin jQuery, il y a même des types là, pour ça aussi. J'installe ça. Et là, après ça, je vais pouvoir relancer ma compilation et je vais avoir un fichier avatar.ts qui va fonctionner et qui est validé par TypeScript. Donc, npm start. Et là, on retourne dans Chrome. Oh, cannot find module. Avatar, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Les demo gods n'étaient pas avec moi aujourd'hui. Tu peux enlever un avatar dans ton import? C'est peut-être ton result dans Webpack. Ah, oui, hey, yes! Germain, il connaît ça, le TypeScript. J'ai oublié dans Webpack, exactement, j'ai oublié dans Webpack de mettre mon resolve, que je m'étais mis une note et je ne l'ai pas faite. Faut que je dise à TypeScript, à Webpack de base, Webpack, il s'occupe simplement des fichiers .js. Il faut que je dise, accepte aussi les fichiers .ts, .tsx, .jsx. Donc, dans Resolve, je vais dire comme ça ici, .ts, .tsx, .js, .jsx. En faisant ça, je kill ma compilation, je repars. Et merci à Germain qui vient de sauver la démo, incroyable. C'est lui le démo god. Donc, ça reload la page, ça fonctionne. J'ai un fichier avatar.ts qui est importé. Évidemment, là, je n'ai pas gagné grand-chose en faisant ça parce que j'ai juste un fichier TS, mais j'ai un fichier JS qui utilise mon fichier TS. Il n'y a pas beaucoup de gains en stabilité. Ce qu'on va faire, je vais faire comme les émissions de cuisine, puis je vais dire que j'en ai un dans le four déjà. Je vais aller chercher ma branche TypeScript que j'ai déplacé mon projet complètement à TS. Fait que si on va dans mon fichier tweet, j'ai fait dans le fond l'équivalent de ce que je viens de faire avec avatar.js. Je l'ai fait pour tous mes fichiers. Évidemment, là, c'est une petite application. C'est pas très long à faire. Mais comme je vous dis, vous pouvez le faire de façon progressive sans problème. Dans Tweet, si je veux utiliser avatar ici, puis que j'enlève, par exemple, name, parce que dans Avatar, j'ai déclaré une interface Avatar Props, qui est l'équivalent des prop types, qui va dire que ça va prendre
en paramètre les props de name et de profile image, par exemple. Donc ça, c'est deux propriétés qui sont obligatoires. Si je voulais que name soit optionnel, je peux ajouter le point d'interrogation. Donc name peut être là ou pas. Moi, dans mon cas, je veux qu'il soit là. Donc si je retourne dans tweet, j'ai une erreur et ça dit property name is missing. Donc je sais que je me suis trompé, j'ai oublié une propriété. Chose que si vous utilisez les prop types, bien, vous auriez une erreur au runtime qui vous dit hey, il te manque name, mais c'est une étape un peu moins intéressante. Là, vous l'avez directement dans votre IDE. Donc, moi, je vais utiliser name. Puis, même chose, si je mets username, par exemple, un chiffre, bien, je vais avoir la même erreur, évidemment. Donc là, vous voyez que c'est déjà plus puissant, pas mal. Je peux commande-cliquer sur name, ça va m'amener directement à la définition de name. Donc, je peux savoir exactement c'est quoi je m'attends. Et ça va être aussi possible pour les components que vous utilisez dans des components open source dans des librairies. Je vais prendre des questions à la fin, si ça ne dérange pas. Sauf Germain. Oui, Germain, c'est free pass. Donc là, j'ai tout préparé en TypeScript. J'ai installé quelques dépendances de plus, des types. Par exemple, j'utilise une librairie qui s'appelle ClassName. Je l'ai installée. Et là, je vais relancer mon projet. npm start. Et là, vous allez voir que c'est exactement le même principe. Ça fonctionne encore. Le Wi-Fi. Yes. OK. Donc, tout ça pour vous dire que c'est possible de faire une migration vraiment de façon progressive de JavaScript à TypeScript. Moi, je vous invite à l'essayer sur quelques fichiers, sur quelques components, possiblement que vous avez des bugs récurrents. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Maintenant, une fois qu'on a un projet complètement en TypeScript, mais ce n'est pas obligé d'être en TypeScript, en vrai, je veux vous parler de certains patterns qui sont récurrents, qui sont de plus en plus populaires dans React et qui vont vous permettre de rendre votre code plus réutilisable, plus compact et plus clair aussi. Il existe les trois principes de base, les Higher Order Components, les Render Props et récemment les Hooks, une nouvelle feature qui est sortie récemment. Je vais montrer différentes façons d'appliquer ces patterns-là dans notre application qu'on vient de faire, notre application de Tweets. Ces trois patterns-là vous permettent justement d'isoler certaines propriétés ou certains states de votre application. Ça veut dire que ça vous permet de faire de la separation of concerns et ça vous permet de faire aussi de l'inversion of control, de l'injection de dépendance. Donc des beaux principes sur papier, mais vraiment le fun aussi quand vous les appliquez sur vos components React. Le Higher Order Component, ceux qui utilisent Redux utilisent des Higher Order Components à tous les jours. Connect, en est un, par exemple. C'est le successeur au Mixin. Ceux qui ont fait du React dans le temps qu'on ne faisait pas de classe ES6 ont peut-être utilisé les Mixin. C'est un moyen de prendre votre component puis d'y ajouter du comportement. Donc, sortir un component un comportement d'un component pour qu'il soit réutilisable ailleurs. Vous allez maintenant utiliser les Higher Order Components pour faire la même chose avec des classes ES6. Allons voir un exemple de comment j'ai fait pour utiliser ça dans mon application. Dans mon application, si je fais dans app.tsx, je vous ai codé encore des beaux petits patterns. Donc, je vais aller chercher dans mon four des patterns. Git checkout patterns. Et là, dans Patterns, je me suis fait... Ça, c'est mon app comme tout à l'heure, même chose. J'avais des tweets que je suis allé chercher. Mes tweets, j'allais les chercher avec ma fonction getTimeline, qui est une fonction asynchrone, qui m'obtient le data, je les set dans le state et je set fetching à false. Si fetching est à true, affiche le loading. Si fetching est à false, affiche les tweets. Ça, c'est un principe que vous avez sûrement vu plusieurs fois. C'est assez redondant. On va se faire un Higher Order Component pour extraire ce comportement-là, pour le réutiliser ailleurs dans plusieurs components qui sont asynchrones. Donc, en faisant ça, moi, j'avais un component loading. Mon component loading, c'est vraiment juste des divs puis du CSS. Avec ça, je me suis fait un Higher Order Component with loading. With loading, ce que ça fait, ça prend un component en parallèle. Là, j'ai mis tous les types de TypeScript pour vraiment avoir
le plus de typage possible. J'ai mis le mode strict, justement. Je ne peux pas avoir oublié de type. Je suis obligé de tout typer. Ça va être à vous de décider si vous voulez être aussi intense que moi. Avec le with loading, ça prend un component et ça prend une option wait for. Wait for, ça va être la propriété sur laquelle je veux attendre. Et cette propriété-là, ce que j'ai mis, c'est dans le fond, je suis capable d'overrider le render du component que je vais passer en paramètre. Donc, ce render-là, ce qu'il va faire, il va checker si la propriété waitFor est définie. Et si cette propriété-là, c'est un array de taille plus grande que 0. Fait que moi, ça va être des tweets dans mon cas. Mes tweets, c'est un array. Si l'array est vide ou si l'array n'est pas défini, affiche mon loading. Si l'array est rempli, affiche le component. Fait avec ça, je suis capable d'aller dans mon app.tsx, de redéfinir mon component tweet. Je n'aurai plus besoin du component loading. Fait que je vais aller faire un nouveau component qui va être, par exemple, const tweets loader. Et là, je vais utiliser with loading. Et là, VS Code l'a auto-importé. Et là, je vais faire tweets. Et je vais y passer la propriété waitFor. Vous voyez, j'ai l'auto-complétion aussi, quelque chose qui est bien cool avec TypeScript. Et là, waitFor, je vais dire attends après tweets. Parce que l'array que je veux attendre après, c'est, dans le fond, mon component tweets s'attend à avoir un array qui s'appelle tweets. Donc, je vais dire attends que cette propriété-là, cette prop-là, soit remplie. Donc, en faisant ça, j'ai mon nouveau component tweets. Je peux me débarrasser du state fetching. Je n'en ai plus besoin. J'ai juste besoin de conserver les tweets. Donc, je vais enlever fetching. Je vais l'enlever ici aussi. Et là, je peux enlever ici aussi même chose. Et là, je vais utiliser à la place, je vais retourner tweets loader comme ça ici. En faisant ça, je vais pouvoir, là, je vais juste lancer mon application. J'avais oublié de la lancer. Je vais avoir le même comportement que j'avais, mais c'est pas mal plus simple quand j'utilise. Mon app fait juste aller afficher un component qui est tweets loader. Et après ça, avec le with loading, je sais que ce component-là, il va afficher un loading quand il n'est pas prêt. Et il va afficher le bon component quand il est prêt. Donc, si je reload la page, hey, il est allé vite ce coup-là. Ben là, vous avez vu le loading rapidement. C'est ça. Vous avez vu le loading qui s'affiche et le comportement est le même. C'est juste que vous n'avez plus de code qui dit if fetching, plus de state à conserver, fetching true false. C'est un peu tannant. Donc ça rend ça plus compact, plus clean. Fait que ça, c'est le premier pattern que je voulais vous montrer. Il y a certains désavantages à utiliser les higher order components. C'est difficile de connaître la source d'une props parce que des fois, vous allez combiner plusieurs higher order. Vous pourriez avoir with loading, with router, with my awesome feature. Avec tout ça, bien, si vous allez vous ramasser qu'il y a une propriété qui est injectée que vous ne savez pas nécessairement est où quand vous allez faire du débogage. Ça, c'est un peu tannant. Collision de props. Il y a, par exemple, dans React Router, vous avez le higher order component with router qui vous injecte location qui contient la page courante, les query parameters, tout ça. Vous avez peut-être un autre higher order component qui injecte une prop qui s'appelle aussi location. Là, si vous avez les deux, ben, il va y avoir une collision, puis ça va être l'ordre dans lequel vous allez composer vos HOC, le dernier va gagner. Puis là, ça donne des comportements qui sont bizarres. Donc ça, c'est un peu tannant. Vous ne devriez pas avoir beaucoup de higher order components anyway, mais ça arrive souvent, vous allez composer plusieurs, puis là, ça va amener des problèmes comme ça. Pour pallier à ça, on va utiliser un autre pattern qui s'appelle les render props. L'avantage, c'est que là, vous allez avoir une source pas mal plus claire de où viennent les props. On va avoir une propriété qui s'appelle render, qui, elle, va nous injecter les paramètres qu'on a besoin. Et ça nous permet plus facilement aussi de faire un découplage visuel et state. Vous allez voir, je vais faire un component qui est vraiment de state et un component visuel. Puis avec ça, il y a certaines librairies qui s'appellent des renderless components qui sont super intéressants. C'est juste du state, puis après, c'est à vous de faire le visuel. Fait que vous pouvez combiner, par exemple, des librairies CSS et du state facilement. Allons voir comment on peut faire ça. Dans mes components, j'avais mon tweet et j'avais retweet et favorite.
Ça, à l'intérieur, là, j'ai fait du code un peu dupliqué. J'ai toujours, est-ce que c'est tweeté, retweeté ou non, donc on ou off, et j'ai la fonction pour switcher ce state-là de on à off. J'ai la même chose dans favorite parce que c'est du comportement qui est le même. Évidemment, probablement que je voudrais extraire ça, vu que ça fait la même chose en tant que tel, dans un component séparé. Ce que j'ai fait un toggle render prop, donc un nouveau component, qui, lui, va avoir le state, la façon de changer le state à on ou à off, et il va prendre une propriété render, que j'ai définie dans mes props, cette fonction-là va prendre en paramètre la valeur, donc on ou off, et la fonction, le callback pour switcher de on à off. Donc, en faisant ça, je suis capable d'aller utiliser simplement un component visuel de retweet ou de favorite et qui n'aura pas de state. Je vais pouvoir me débarrasser complètement du state. Donc, pour ça, je me suis fait mon nouveau component retweet qui, lui, n'a plus de state. Ce n'est plus une classe, c'est simplement un functional component qui retourne du HTML. Il prend en paramètre le retweet count. Est-ce qu'il est retweeted, oui ou non, pour savoir si je l'affiche coloré ou pas. Et il va prendre un handler de click que je vais appeler quand je vais cliquer dessus. Donc, c'est vraiment un DOM component, ce qu'on pourrait dire. Je l'ai rendu complètement sans state, juste visuel. Pour l'utiliser, je vais aller dans mon tweet. Et là, je vais utiliser toggle. Là, je vais importer toggle. Dans le fond, VS Code me propose de l'importer. Je fais oui, je le veux. Avec ça, je peux aller. J'avais la propriété initial value que j'avais besoin. Je veux savoir de base est-ce qu'il y a true ou à false. La valeur de base est dans this.props.retweeted pour mon cas de retweeted. Et je vais aller aussi lui passer le render function que j'avais besoin. Render function, comme je disais tout à l'heure, va me donner la valeur toggle value et le toggler. Fait que moi, ma toggle value, c'est retweeted. Je vais l'appeler comme ça. Retweeted. Et la façon, si je veux, toggle retweet. Je vais l'appeler comme ça. Là, vous pourriez l'appeler comme vous voulez, mais c'est deux fonctions qui permettent, une valeur et une fonction qui permettent de le modifier. Ça retourne du HTML. Donc, comment je veux renderer mon toggle, ça, c'est à ma discrétion. Donc là, ce que je vais envoyer mon retweet à l'intérieur ici. Et là, retweet, je vais utiliser, à la place d'utiliser mon retweet que j'avais tout à l'heure, qui avait du state et une fonction, je vais utiliser mon retweet render prop, qui est vraiment un DOM component. Donc, pour ça, je vais aller chercher ici retweet render prop. Et là, retweet render prop, il y a des nouvelles propriétés. Il prend est-ce que tu es retweeted ou non, parce qu'avant, il contenait son state de base. Fait que là, je vais lui passer t'es-tu à on ou à off, et je vais y passer comment se toggler. Donc, je vais faire toggle retweet pour y passer. En faisant ça, je vais obtenir le même comportement que j'avais tout à l'heure. Donc, si je recharge la page, mon retweet fonctionne de la même façon que mon favorite. Et là, je pourrais faire exactement la même chose pour favorite. Je pourrais faire toggle, me faire un component favorite render prop qui accepte le même genre de propriété. Et là, de cette façon-là, j'ai extrait la logique on-off dans un component qui est zéro visuel, qui est simplement de state. Puis là, après, vous remarquez que ce toggle-là, je pourrais l'utiliser pour un checkbox, un radio-bouton qui a deux options, n'importe quel élément visuel qui a un state oui, non, on, off, true, false. Fait que vous remarquez qu'après ça, vous êtes capable de faire plein de components de ce genre-là qui conservent du state, qui ont zéro effet visuel. Il y a PowerPlug, React PowerPlug, qui est vraiment intéressant, qui en a plein préfaites. Si vous voulez aller voir ça, c'est une belle librairie qui donne des bons exemples pour ça. Je suis d'un temps, c'est bon. Ouais. Désavantages, par contre. Là, vous avez vu, on a comme imbriqué à l'intérieur de mon component tweet, on a toggle, puis on a mon retweet à l'intérieur. Si vous en avez plusieurs d'imbriqués,
ben, vous allez avoir ce qu'on appelle le wrapper hell ou la pyramid of doom, dépendamment à qui vous parlez. Ça, c'est désagréable parce que visuellement, dans le code, ce n'est pas exactement la représentation de l'output qu'il va avoir. Il n'y a pas de component toggle. Toggle affiche rien. Donc, quand vous lisez le code, ça peut être un peu bizarre pour un développeur de dire, ben, toggle, là, OK, retweet. Donc, ça peut être porté à confusion. Fait qu'il y a une hiérarchie qui est comme virtuelle, qui n'existe pas, mais vous avez quand même les avantages d'injection de dépendance, tout ça. Il faut que vous sachiez que si vous utilisez les Pure Components, un component récent qui a été ajouté dans React Size qui amène des optimisations de performance, vous n'allez pas aller chercher les optimisations de performance de Pure Component parce que votre fonction render que vous passez est redéfinie à chaque render. Donc, Pure Component, il y a de la documentation là-dessus. Chose à savoir, soyez prudent quand vous utilisez Pure Component avec les render props. Dernier pattern que je veux vous parler, c'est les hooks. Les hooks, c'est une fonctionnalité qui est expérimentale, qui vient d'être ajoutée dans React Beta. Donc, si vous installez React aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure d'utiliser ça, à moins que vous utilisiez React Next et React DOM Next. Et ça vous prend les deux. Moi, je me suis fait avoir en préparant la démo. Je me suis dit, voyons, ça ne marche pas. J'ai appelé Germain, oui. Germain m'a géré ça. Avec ça, vous allez être capable d'utiliser les hooks et vous allez être capable de faire dire bye aux classes ES6. On va se rendre vraiment plus dans une approche qui est plus functional components. Vraiment, de base, il n'y aura plus de méthode privée ou publique dans votre component directement. Allons voir comment on applique ça au même component toggle avec hooks. D'abord, ce que je vais faire, je vais aller faire comme je viens de dire, je vais aller installer React Next et React DOM Next. React. Avec ça, je vais pouvoir utiliser les hooks de base qui sont fournis par React. Je vais tout de suite partir de mon serveur, npm start. Et là, justement, vous voyez, dans mon toggle hook, au lieu de mon toggle render prop, je me suis créé un hook custom. React vous fournit des hooks de base, comme useState. useState, c'est l'équivalent de la fonction setState que vous avez dans vos classes ES6 React. Mais là, vous allez être capable de l'utiliser dans des functional components. Ça, c'est vraiment cool parce que vous savez qu'un functional component, probablement, c'est pas possible d'utiliser du state dedans. Un functional component, ça reçoit seulement des props. Donc là, vous allez être capable d'ajouter du state à des functional components. La fonction useState, qu'est-ce qu'elle fait en vrai? Elle prend une valeur initiale. Dans notre cas, ça va être un booléen true-false, parce qu'on veut on à off, mais ça pourrait être une string, ça pourrait être ce que vous voulez. Et cette fonction-là retourne deux paramètres. Elle retourne toggle value, donc la valeur, donc le on ou le off, et elle retourne une fonction qui vous permet de overrider ce state-là. Moi, dans mon cas, je ne veux pas pouvoir overrider le state. Je veux juste que quand j'appelle ma fonction, je veux qu'elle switch de on à off. Donc, ce que je vais faire, je vais redéfinir ma fonction en faisant toggler. Je vais utiliser useCallback. UseCallback, ça va me permettre de faire des optimisations de performance que seulement quand la valeur change, je vais redéfinir. C'est une mémorisation pour ceux qui connaissent le pattern. Mais j'aurais pu simplement faire toggler égale ça ici, ce que j'ai highlighté. J'aurais un petit peu moins d'avantages de performance. Ça, c'est l'exemple que je veux vous montrer. UseToggle va retourner la valeur et une fonction qui permet de switcher de on à off. Même chose que je faisais tout à l'heure dans mon render prop, mais vous voyez que c'est pas mal plus compact. Et là, allons voir mon retweet hook. Retweet hook qui est pareil là, que mon retweet render prop. La différence, c'est que j'ai enlevé onClick, parce que onClick, je vais l'avoir à l'intérieur. Je vais l'avoir qui va être fourni par mon hook. Donc, je vais dans retweet hook. J'ai plus le onClick. Et j'appelle useToggle. useToggle que j'ai importé ici, mon hook que je viens de créer. Je vais y passer son état initial qui est retweeted, oui ou non. Ça me retourne, t'es-tu retweeté, oui ou non, et comment switcher. Donc, retweeted, je peux l'utiliser pour afficher la bonne classe CSS, est-ce que t'es vert ou gris. Et toggle retweet, j'y passe à onClick de mon div. Donc, quand je vais cliquer cet élément-là, je vais switcher. Comment je l'utilise? Je retourne à mon tweet.
Mon tweet je vais utiliser, au lieu d'utiliser render prop, je vais utiliser retweet hook. Puis je me suis fait un favorite hook qui est la même chose. Et là, je peux me débarrasser de toggle. Et là, j'enlève toggle. Et là, retweet ne prend plus de onClick. Prend this.props.retweeted pour son état initial. Son count. Même chose pour favorite, c'est favorited. Égale this.props.favorited. Et là, ça va relancer la compilation. Je reload ma page. Et là, j'ai le même comportement que j'avais tout à l'heure. Mais vous voyez que c'est pas mal plus compact. Le state est contenu à l'intérieur de retweet, mais je suis capable de réutiliser ce comportement-là un peu partout dans mes components, par exemple de checkbox. Le même principe que j'avais pour mon component toggle, de façon un petit peu plus compacte. Est-ce qu'il y a des désavantages? Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire pour l'instant. C'est comme le new kid on the block, la nouvelle façon hipster cool de le faire. Personnellement, je trouve ça vraiment, vraiment nice. C'est très, très compact. C'est plus facile. Il y a un peu d'apprentissage. Il y a un super bon vidéo du dernier React Conf qui dure 1h30 qui explique pas mal de nouvelles features de React, dont les hooks. Moi, je vous invite à les essayer. Le gros avantage, c'est que ça ne crée pas la fausse hiérarchie que les render props vous amènent. Donc ça, en termes d'affichage dans le JSX, c'est plus facile de se retrouver un peu. Il n'y a pas il est où le toggle? Il n'y a pas de toggle qui se render, mais vous avez le use toggle qui est un petit peu plus clair, selon moi. Et il y a plein de hooks de base qui sont fournis. Nous, on a utilisé use callback, qui s'appelle aussi use memo. On a utilisé use state. Puis là, il y en a plein d'autres. Use effect, use context, use ref, use reducer, qui vous permet un peu de faire un équivalent de Redux sans Redux. Donc, React devient de plus en plus possible de faire des components assez complexes sans l'utilisation de librairies externes. Ça, c'est quand même intéressant. De mon côté, ça conclut ma présentation. J'espère que ça vous a donné le goût d'essayer des nouvelles façons de faire votre architecture de components. Je suis Willy Fortin sur les réseaux sociaux, surtout les Twitter. Sinon, GitHub, je vais rendre ma présentation disponible sur mon GitHub. Je vais la linker dans le Slack. Puis sinon, ça va me faire plaisir de parler de React, de Frontend, de Remote, de Pleo, peu importe, de Snow, ouais, de Kite, peu importe. Ça va me faire vraiment plaisir de jaser avec vous autres. Donc, je vous souhaite une bonne restante de conférence pour la journée. Tu as des questions? Il me reste 3 minutes pour les questions. J'avais une question déjà. J'ai du temps, ouais? On a sorti plus avant. Ah, cool. Yes. Salut, j'ai 2 questions pour toi. Yes. Merci. Merci. Un peu plus pour du TypeScript, j'en ai pas vraiment fait, mais j'ai fait du FlowType. Yeah. Ça m'amène des questions par rapport à ça. Premièrement, quand tu définis les types de tes objets pour tes props, en FlowType, par exemple, on pouvait dire que l'objet n'accepte pas plus de props qu'il y en a de définis. Ouais. Oui, très bonne question. Dans le fond, dans le cas des interfaces de base, tu ne peux pas ajouter plus d'éléments que l'interface en tant que telle. Quand tu vas dans notre cas de notre avatar component, si je retourne. Par exemple, tu avais des props. Quand tu as un NG aussi, tu vas injecter des props, tu vas avoir plus qu'il y a de défini. Oui, là, il va falloir que tu fasses ce qu'on appelle, c'est une combinaison de props. Par exemple, si j'ai mon routeur, j'aurais routeur props comme ça. Et ça va faire l'intersection de avatar props et de router props. C'est exactement comme en FlowType. Ouais, c'est très semblable FlowType et TypeScript. J'ai pas beaucoup essayé FlowType. Moi, je vois quand même une plus grande vague d'utilisation de TypeScript. Maintenant que Angular a décidé, Angular 3 a été réécrit complètement en TypeScript, il y a un petit peu plus d'adoption du côté de TypeScript. Mais les features sont très semblables. Le principe est le même. Fait que ceux qui ont pas fait de TypeScript ou de Flow, regardez les deux, choisissez celui qui vous intéresse le plus. La deuxième question, en fait, dans ton life cycle, component de demande, tu collais un service externe. Ouais. Je me demandais, en fait, en FlowType, on avait une extension pour gérer le runtime qui a dit TypeScript et compile time. Fait que ce que tu reçois, mettons, d'un service externe, puis tu as les type def de ça, tu fais juste te fier à une signature de type def, tu ne vérifies pas les objets qui rentrent.
Bonne question aussi. Dans mon cas, si je retourne à ma branche, j'ai comme dû couper parce que j'avais un peu trop de contenu finalement. Mais si on va dans ma branche TypeScript, je vais juste killer tout ça. Et je vais vous montrer que dans le fond, j'ai fait une définition git checkout TypeScript. Et là, dans mon dossier API, que je faisais mes appels à tweets, j'ai dit que ça retourne, mon getTimeline retourne une Axios Promise, qui est une promise dans le fond, qui retourne un array de tweets. Et ça, j'ai défini c'est quoi un tweet, puis là j'ai 400 lignes de c'est quoi un tweet. Fait que j'ai vraiment exactement tout ça. Comment j'ai fait? J'ai utilisé un service qui s'appelle JSON to TS. J'ai inspecté le network, c'est quoi la requête que j'ai reçue. La requête que j'ai reçue, je la paste dans JSON to TS. Et là, ça va interpréter le JSON au complet. Ça va me générer des types de base. Fait qu'après ça, je peux dire, dans mon component app.tsx, je peux dire que je m'attends, au lieu de m'attendre à any, je vais dire je m'attends à tweet array. Puis là, je vais définir, dans le fond, c'est quoi. Tweet, c'est API.tweet. Puis je vais aller importer, faire import étoile as API from. Et là, je vais aller chercher mes types API types. Fait que là, il va dire, quand je reçois data, getTimeline, ça dit, je fais un await, et là, data est à API tweet, et getTimeline retourne un API tweet. Donc là, je ne peux pas caller une fonction asynchrone qui retournerait des posts Instagram, par exemple. Ça ne marcherait pas. C'est pas juste pour avertir la suite, qu'est-ce qu'il va utiliser data de sa structure, ça va vraiment valider ce que ça soit du network. Non, au runtime, quand tu es rendu au runtime, tous les types sont effacés. C'est un peu comme le type erasure là, dans certains langages. Il n'y a plus de types rendus au runtime. Là, tu vas devoir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent absolument utiliser prop types et tu peux utiliser les deux. Tu pourrais le faire, mais au runtime, TypeScript s'est rendu du JavaScript, les types ne sont plus là. Il n'y a plus aucune validation de ce côté-là. Yes, une autre question en avant? Tu as parlé de ton expérience de convertir quelqu'un de JavaScript à TypeScript. As-tu des conseils pour convertir quelqu'un de Flow à TypeScript? Ben, malheureusement, je te dirais, la grosse discussion qu'on a eue avec René, justement, lui, il était un petit peu plus penché vers Flow. Pourquoi? Parce qu'il pouvait le faire en Node, il pouvait juste mettre des commentaires, puis il n'y avait pas d'étape de transpile. Quand tu as un projet Node ou ceux qui sont habitués de faire des langages interprétés, c'est quand même plate d'avoir une étape de compilation. Tu peux utiliser TypeScript avec des commentaires. Ils ont ajouté ça dans une... Là, je ne me rappelle plus la version exacte, mais tu peux faire des commentaires à la JSDoc qui ressemblent pas mal à ce que tu ferais en Flow. Tu aurais de la validation qui est juste dans ton IDE ou tu aurais une commande, par exemple, typecheck qui validerait. Fait que tu pourrais avoir ça dans ton CI. Fait que tu peux aller quand même chercher. Tu n'as pas autant que ce que Flow offre en termes de non-compilation. Puis je pense aussi le gros avantage, c'est Definitely Type. Je n'ai pas parlé de ça, mais c'est un gros repository open source qui a tous les types, qui est une super belle communauté. Je pense que de ce côté-là, TypeScript est gagnant en termes de communauté, en termes d'adoption. C'est plus là que je me baserais dans mon combat. Il est plus gros Flow type. Je vous laisse avoir une belle discussion. Puis à propos... Yes, en arrière? J'ai vu avec le Hooks API, l'option Use Reducer. Est-ce que ça veut dire qu'on peut manager le global state juste avec? Exactement. Tu peux faire... Ça utilise le contexte API qui est un peu une façon de ne pas utiliser Redux, mais ça te permettrait de faire un global state que tu utiliserais sans Redux, puis tu injecterais ce state-là. Mais chaque component doit se faire injecter, même façon que tu fais avec Connect. Là, tu ferais Use Context ou tu ferais Use Reducer. Il y a moyen de le faire. Il y a plusieurs articles sur... même l'auteur Dan Abramov, le gars qui a écrit Redux, il est rendu dans le core team de React. C'est lui qui a présenté les hooks au React Conf. Puis il a écrit un gros blog post sur Medium, You might not need Redux. C'est un bon article si tu veux voir comment ne pas utiliser Redux. Pour une petite app, tu n'as plus besoin de Redux. Plus du tout. Fait que ça peut être... Les hooks vont
vont enlever un peu de marché à Redux. Mais ça ne veut pas dire non plus, paniquez pas, il faut que je réécrive mon app. Redux a encore ses avantages aussi, mais je t'invite à lire cet article-là. Vraiment. Exact. Vraiment beaucoup de boilerplate. En arrière, ouais. Tu parlais de version de contrôle, est-ce que React implémente de base des features d'injection ou des impléments pour... Non, il n'y a pas de feature d'injection. Tu peux utiliser des annotations dans TypeScript qui te permettraient de te faire ta propre... Germain, il en a fait un, justement. Un espèce de framework d'injection, mais tu pourrais utiliser... Il y en existe plusieurs qui sont TypeScript compatibles qui te permettent de faire des @inject ou utiliser d'autres façons de faire du DI, mais out of the box, le langage ne le permet pas. Parce qu'il faut que tu saches qu'un TypeScript, en vrai, c'est du JavaScript. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas rien, comme je disais, au runtime qui s'ajoute. Ça va être énuméré, c'est juste que ça te donne un filet de sûreté de plus, mais il n'y a pas de fonctionnalité qui est ajoutée. As-tu d'autres questions? Yes? Ouais. Ouais. Oui. Là, j'ai mis... j'ai été un peu lazy sur ça, honnêtement. Là. Mais il y a moyen de dire... tu peux faire des templates. Donc, tu peux faire que ton WIT-loader il serait templaté avec les props du component qui va être passé en paramètre. Et là, tu pourrais faire une validation que la prop que tu viens de passer, wait for, elle existe à l'intérieur des props de ce component-là. Fait que si tu passes tweet avec juste un E, par exemple, ça te ferait une erreur, ça te dirait tweet, ça n'existe pas dans ton... Fait que ça te permettrait de faire ce genre de choses-là. C'est un petit peu plus verbose, mais ceux qui font du Java, ils vont avoir pas de problème avec ça. J'avais pas plugué ma mais oui, c'est possible de le faire un petit peu plus verbose. Dernière question. Qui a été plus vite? En avant. Tu disais que vous avez transféré jusqu'à 63% de votre temps en quelques mois. Ouais. Dans la partie qui reste que vous n'avez pas transférée, est-ce que c'est juste une question de temps ou est-ce que vous avez rencontré vraiment des bloquants? Comme je disais, le mode strict là, dans le projet, je l'ai utilisé. Nous, on n'a pas pu activer encore le mode strict. Ce qu'on a fait, c'est que les choses qu'on voulait vraiment, vraiment strictes, on a parti un projet à côté. Donc, notre state Redux est complètement dans un autre projet qui est partagé entre React Native et React parce que ce code-là, il était réutilisé anyway. On le copiait-collait au début. Donc, ça nous a permis de faire un mode strict puis de le sortir. Le reste, c'est que notre règle, c'est tu touches un fichier JS, tu convert. Puis ces fichiers-là, ils n'ont pas bougé. C'est des fichiers qui ne sont pas super importants, mais les fichiers vraiment qui ont bougé beaucoup, eux autres, ils ont été touchés. Fait que dès que tu fais une modification à un fichier JS, c'est comme la règle que tu le swaps à TS. Merci beaucoup, Will. Merci à tous.